100% bénin, mesdames, messieurs, bienvenue. Enfin du contenu pour le COS, l'EPI. Les membres sont connus et c'est de notoriété publique. Une fois désignés, après une longue période d'attente qui aura suscité toutes sortes de réactions, les très attendus membres du COS, l'EPI ont aussitôt été renvoyés à leur mission. Ce fut à la faveur d'une cérémonie de prestation de serment sous la houlette des sages de la Cour constitutionnelle avec au devant le président de l'institution, Théodore Olo. Aux nouveaux membres du COS, l'EPI, 6 mois ont été accordés en vue de l'actualisation du fichier électoral. Un ouf de soulagement pour plus d'un, car ce n'était pas gagné d'avance. Installation des membres du COS, l'EPI, une victoire d'étape ou un défi de relevé. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission Débat du jour. Avec moi, pour l'instant, analyse Serge Prince Agboudian. Il est juriste. Serge Prince Agboudian, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour, téléspectateurs. Merci. Merci de me recevoir. Sachez-le, c'est toujours un plaisir, car on ne finit pas de s'abreuver à ces analyses qui vous sont, paraît-il, proches, pour reprendre les expressions d'un de nos fidèles téléspectateurs. Chaque fois que vous passez et dit, c'est toujours une leçon de plus d'apprise. Merci d'avance et merci pour le téléspectateur. Je vous en prie. On est là, oui, pour vous, chers téléspectateurs. En face de vous, Victor Tokpanou, pour nous accompagner, professeur de sciences politiques, ancien secrétaire général du gouvernement, ancien garde des Sceaux. Il est le directeur de l'école doctorale de la FADESP à l'université d'Abomey-Calavi. Prudent Victor Tokpanou, bonjour. Bonjour. Merci aussi de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je n'aurai de cesse de le dire infiniment merci, car c'est assez éprouvant par ces temps-ci de trouver des voies indiquées, appropriées pour aider à mieux approfondir un certain nombre de sujets. Et Dieu sait que l'actualité reste de plus en plus très animée. Une fois encore, chers invités, merci de répondre à notre invitation. C'était attendu, c'est enfin fait. Les membres du COS, l'EPI sont connus, mais l'installation s'en est suivie peu après. Et là, avec la voix du président de l'institution, Victor Tokpanou, ce fut une cérémonie sobre, mais empreinte réellement de solennité. Une allocution qui a retenu plutôt le souffle. Mais avant de revenir à l'allocution, cette cérémonie, sous quel symbolisme, pour reprendre l'expression d'un collègue, êtes-vous tenté de le placer? Écoutez, moi je vais d'abord me réjouir de cette installation pour une simple raison. C'est qu'il y a eu avant cette installation Djefa, l'escale de Djefa du 14 avril. En effet, ceux qui s'étaient réunis à Djefa avaient dit que s'ils s'étaient mis ensemble, quelle que soit la différence d'opinion qui les opposait, c'était simplement parce qu'il fallait que cette décision de la Cour constitutionnelle de décembre 2017 soit exécutée. Faute de quoi, non seulement on banalisait les décisions de la Cour constitutionnelle, mais en plus, on préparait très mal les prochaines élections, vu que cette décision demandait tout simplement l'installation du COS, l'EPI devant actualiser la liste électorale pour les élections de 2019. Donc, peu importe finalement que les députés aient eu un agenda caché, toujours est-il qu'ils ne se sont exécutés qu'après Djefa. Et donc, ceux qui étaient à Djefa, pour eux, c'est une victoire symbolique. Ça veut dire simplement que dans ce pays, les mouvements, les rassemblements qui transcendent les appartenances partisanes, idéologiques et autres ont encore un sens et peuvent encore servir. C'est pour ça que je disais à un moment donné que s'il devait avoir 50 Djefa, on ferait 50 fois le Djefa, parce que c'est important que dans ce pays, les dirigeants sentent la pression de l'opinion, qu'elle soit politique, sociale, culturelle ou autre. Donc en cela, moi je me réjouis de cette installation et je pense simplement que maintenant, j'ai vu aussi passer un communiqué du président Soglo qui allait exactement dans ce sens-là. Il est important désormais qu'ils aient les moyens de faire leur travail et de toute façon, il ne peut en être autrement. Le gouvernement n'a pas d'autre choix que de leur donner les moyens de faire leur action. Le contenu, les faits marquants, cette cérémonie, oui, on en parlera sans nul doute tout à l'heure, Serge Prince Agboudian. Cette cérémonie, vous l'avez vécue comment? Comme un non-événement, pour reprendre l'expression d'un autre téléspectateur. Non, permettez-moi
de faire ce petit commentaire, c'est-à-dire louer le sens d'humilité de mon professeur, parce que lorsque vous faites un plateau, il y a le professeur et son étudiant qui sont sur le plateau, c'est dire que le professeur a usé de toute son humilité pour discuter. Donc je tenais quand même à le dire pour montrer que en matière de culture juridique, en matière de droit, en tout cas en ce qui nous concerne au niveau de la faculté de droit et toute l'école, il n'y a pas de différence. On doit quand même pouvoir opiner. Sur ce, je dois dire que c'est heureux pour moi. Heureux parce que, une fois encore, je considère que depuis toujours, les hommes politiques du Bénin ont toujours manqué d'élégance, ont toujours manqué de respect des normes lorsqu'il s'agit des questions électorales. Et donc, chaque fois, heureusement que notre constitution du 11 décembre l'a prévu ainsi, il doit avoir un pouvoir de régulation pour remettre les choses à l'ordre. Ce n'est pas nouveau. Nous avons connu ça depuis toujours, où on n'installe pas le COS, l'EPI, ou même lorsqu'on l'installe, on lui refuse les moyens, ou bien on ne fait pas le travail. On a vu des politiques au niveau du COS, l'EPI, refuser de nous sortir une liste électorale. Il a fallu à chaque fois une décision de régulation de la Cour constitutionnelle pour mettre cela. Ce qui a été un peu plus particulier cette fois-ci, c'est que en plus de la décision de régulation où les hommes politiques essayaient de respecter les choses, de revenir dans la norme, on a constaté une forme de résistance. C'est ça qui a été encore plus grave cette fois-ci. C'est-à-dire que à force de les voir faire, les hommes politiques du Bénin, on les voit dépasser un peu le Rubicon et ils avançaient. Il aurait fallu encore une autre décision de la Cour engageant la responsabilité de 82 députés, y compris le président, la sortie des organisations de la société civile qui, ensemble, ont pu faire une déclaration. Donc il y a eu une certaine action, y compris ce que le professeur a dit au niveau de JEFA, pour faire comprendre qu'on peut tout accepter, mais lorsque les normes, les fondations, le fondement même de notre République est en difficulté, il faut passer outre. Donc nous avons constaté avec beaucoup de joie, moi personnellement, parce qu'une fois encore, notre fondation, c'est-à-dire la Constitution, a été restaurée dans sa pratique, d'où l'installation du COS-LEPI. Et je crois que ça montre, en tout cas pour moi, que les hommes politiques peuvent avoir toutes les initiatives possibles tant que nous avons la Constitution du 11 décembre 1990 et tel que nous avons les citoyens du béninois, tels qu'ils sont mobilisés derrière le bien-être et le respect de ce que nous sommes dit en 1990, nous allons toujours à un moment donné sortir la tête de l'eau et montrer aux hommes politiques que nous sommes déjà dans la démocratie, ça fait une vingtaine d'années. Installer les membres du COS-LEPI après ce rendez-vous manqué plus d'une fois. Beaucoup se demandent une nouvelle équipe pour vraiment quoi faire, à quelle échéance. Ce fut pour plus d'un une surprise d'entendre le président de la Cour constitutionnelle, Vito Topanou, annoncer 6 mois de délai pour la nouvelle équipe pour faire son travail. Comment vous avez apprécié cette décision? Beaucoup ne s'y attendaient pas. Peut-être les sachants comme vous avaient d'autres regards et s'attendaient à un résultat comme celui-là, à une injonction comme celle-là. Oui, forcément. Il ne pouvait en être autrement. Il ne pouvait en être autrement. Il ne pouvait en être autrement pour la simple raison que le principe constitutionnel retenu avec la loi sur la LEPI disait que le travail d'actualisation devait se faire en 6 mois. C'est le principe, ça. Et c'est vrai qu'au-delà du principe, on a souhaité que ce soit de préférence du 1er juillet au 31 janvier. Mais le principe constitutionnel, c'est 6 mois. Et donc, à partir du moment où, par leur faute, une première fois, les députés n'ont pas désigné leurs membres pour le 1er juillet, ils ont trouvé une période exceptionnelle. Et toutes les fois où une institution, voire plusieurs institutions de la République, faillissent à leur responsabilité,
Constitution a prévu que c'est la Cour constitutionnelle qui devient l'organe de régulation. C'est ça la fonction de régulation des institutions que beaucoup ne comprennent pas très bien. C'est-à-dire qu'en réalité, la régulation ouvre une période exceptionnelle. Les institutions ont failli. Et en conséquence de quoi, on amène la Cour à se substituer à eux d'une manière ou d'une autre. Soit à travers des injonctions, soit à travers des rappels à l'ordre. Et donc, c'est eux-mêmes qui, par leur propre responsabilité, ont trouvé une première période d'incertitude, période exceptionnelle. Ce à quoi certains citoyens avaient, en septembre, ils auraient dû le faire en juillet 2017, il y a un citoyen ou deux citoyens qui ont attendu septembre pour constater que les députés ont failli à leur mission. Après quoi, ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Évidemment, la Cour n'a répondu qu'en décembre. Et à partir de ce moment-là, la Cour a juste rappelé le principe constitutionnel de 6 mois prévu pour l'actualisation, en disant installez-les au plus tard le 29, le 21, qu'ils commencent leur boulot le 29 et qu'ils aient 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin. Après ça, les députés ont trouvé une deuxième période exceptionnelle en refusant d'installer dans la période fixée par la Cour constitutionnelle le COSLEPI, c'est-à-dire le 29 décembre. Ils ne l'ont pas fait. Et peut-être que dans leur esprit, ne l'ayant pas fait, ils ont espéré qu'en l'installant seulement en mai, il ne resterait que 2 mois, puisque la Cour a parlé du mois de juin. Sauf que, peut-être par mauvaise culture juridique, ils ont confondu les dates qui sont factuelles au principe constitutionnel, lui, qui est de 6 mois. Donc, si vous commencez en mai, on vous applique le principe constitutionnel. On vous fait donc mai plus 6. Est-ce que la Cour a fait? Donc, c'est d'une banalité. Ceux qui n'ont pas voulu comprendre ça, c'est ceux qui ont voulu délibérément ignorer le principe constitutionnel autour duquel a été fixé les dates, tout simplement. Et donc, moi, je n'ai pas été surpris du tout. Maintenant, ce que j'ai vu certains susciter une polémique autour des conditions formelles dans lesquelles la Cour l'a rappelé, en disant c'est pas dans un discours qu'on devrait le dire. Je trouve ça totalement secondaire parce que la Cour ne fait qu'appliquer un principe constitutionnel. Il n'avait pas besoin d'une nouvelle décision. Ceci étant, oui, ceux qui ont suscité cette polémique, s'ils avaient eu une attitude de juriste, ils auraient saisi la Cour à l'effet de lui dire que son discours est anticonstitutionnel, par exemple. Et à ce moment-là, la Cour leur aurait répondu en rappelant que le principe constitutionnel ne s'accommode pas des discours passagers, mais que c'est un principe fondamental qui a été validé depuis la loi sur la LEPI en 2010 et qu'en conséquence, il n'y avait pas de raison de considérer que le président ou la Cour ait été obligé de prendre une nouvelle décision pour le fixer. Princesse Sagoudian, vous n'êtes pas surpris non plus? Non, pas du tout. Vous n'avez pas pensé à un moment donné qu'il lui fallut, après cette installation, voir ces nouveaux membres travailler juste pour 2 mois et puis déposer le tablier? Oui, parce que c'est justement ce qui m'amène à dire que nos politiciens, ils ne lisent pas les lois. Ils ne lisent pas les lois. Ils les votent, mais ils ne les lisent pas. Ils ne lisent pas, puisque le COSLEPI a une mission. Le COSLEPI a des choses à faire. Et le législateur qu'ils étaient, ils ont conforté toute la mission de la période des 6 mois. C'est dans un délai. Il y a l'apurement, il y a la publication de la liste, il y a un certain nombre de choses à faire pendant les 6 mois. Ce n'est pas des 6 mois qui ont été déclenchés comme ça parce qu'on voulait faire plaisir à quelqu'un. Il y a un ordre. Donc si vous ne respectez pas le principe des 6 mois tel que prévu dans la loi et vous pensez qu'en 2 mois, on va mettre une structure en place, ça voudrait dire que la structure ne travaillerait pas. Donc, ce serait même une perte d'argent pour le pays. Non, je crois que s'ils avaient lu et s'ils avaient bien compris les dispositions juridiques qui se posent par rapport à la mission de COSLEPI, tout ce que le COSLEPI devrait faire avec ses cas techniques, je crois qu'ils n'auraient pas pensé à Donc, il n'y a pas de violation du code électoral? Non, de toutes les façons, comme l'a rappelé le professeur, c'est
un principe. Le président, dans son discours, si vous le voyez, l'a dit que l'esprit et les règles qui sont prévues par le code électoral permettent de le faire. Mais moi, comme j'aime bien, ça je ne le dis pas souvent, lorsque j'ai des recours devant la Cour, j'aime pas en parler, mais sur cette question, je crois que très bientôt, la Cour va fixer, va clarifier sur cette position de discours et de la décision. De toute façon, la Cour est déjà dans le pouvoir de régulation. Et dès lors que c'est le pouvoir de régulation, c'est un boulevard, la Cour va nous réaffirmer ce qu'elle aura à dire dans sa décision, et cette polémique de discours va passer puisqu'il a déjà un recours là-dessus. Et durant ces 6 mois, qu'est-ce que le citoyen et ensuite juriste attend-il des membres? Que le travail se fasse normalement. Vous savez, c'est des agents sous serment. Dès lors qu'ils sont sous serment, ils en prennent toute la responsabilité de ce qu'ils auront à faire. Et je crois encore que là, dans le discours du président, il a rappelé la mission des uns et des autres et la période sensible dans laquelle nous sommes pour pouvoir faire le travail. Il y a tout un cadre organique de gestion du fichier électoral national qui est organisé par le code électoral, et on va suivre toute la procédure qui est prévue à ce niveau. Et ça n'amènerait rien de particulier, puisque les citoyens aussi sont activement invités à participer à tout le processus. Ils ont des périodes de recours à faire. Donc je crois que c'est déjà une loi qui a balisé la question. On n'est pas à la première élaboration de correction d'une liste électorale. On est habitué à cela. Je suis même heureux qu'on aurait commencé plus tôt, parce que les questions de cartes d'électeurs qu'on distribue le jour des élections, la veille des élections, avec le délai que nous avons en ce moment, je crois que si les choses se passent dans l'ordre, je pense qu'on va avancer. N'oubliez pas aussi que pour le choix des membres du COS-LEPI, le législateur a fait en sorte que les deux tendances soient représentées systématiquement, c'est-à-dire la minorité et la majorité. Ce n'est pas comme dans les autres lois où vous avez les groupes parlementaires, etc. Non, ici, il est dit que si le président élu est de la majorité, le vice-président immédiatement de la minorité. Donc, il y a un certain nombre d'équilibres politiques qui est réalisé au niveau du COS-LEPI. Donc, on aura les informations. Dès que ça ne marcherait pas, les camps auront à s'exprimer pour que les citoyens puissent jouer leur rôle, leur veille citoyenne, pour que nous ayons à bout du processus. Une mission des moyens. C'est vrai, Victor Tokpanou, à l'entame, a rappelé un peu l'adresse de l'ancien chef d'État, Dieudonné Soglo. Mais là-dessus, beaucoup gardent, Victor Tokpanou, le souffle. Cette équipe, une fois installée pour la mission qui est la sienne, parviendra-t-elle à vraiment l'atteindre, l'accomplir dignement, quand on sait que le nerf de la guerre restera le déterminant pour les aider à aller jusqu'au bout, et que la situation aujourd'hui n'est pas des plus reluisantes, où il faut battre des pieds et des mains pour pouvoir mettre les moyens à disposition. La Cour constitutionnelle elle-même, à des moments donnés, en avait besoin et n'a pas pu l'avoir. Victor Tokpanou, c'est gagné d'avance? Non, écoutez, je ne me fais aucune illusion là-dessus. Je sais que je serais prêt à admettre que le pays traverse des difficultés financières, encore que le gouvernement ne nous a rien dit là-dessus, donc il n'y a pas de raison que nous parlions à sa place. Il y a aussi le fait que je suis tout à fait d'accord, toute considération mise à part, que je fais partie de ceux qui pensent que les élections coûtent excessivement cher dans notre pays, comparé à beaucoup d'autres pays de même dimension. Pour autant, c'est pas parce qu'on a dit ça qu'on ne se donne pas les moyens d'organiser des élections. C'est un acte de souveraineté. Personne ne nous a forcé la main pour choisir une démocratie. Nous l'avons choisi, nous avons structuré le choix de nos représentants par des élections. Il faut qu'on se donne les moyens de cette élection. Et donc, en conséquence, il n'y a absolument aucune raison, mais je dis bien aucune raison pour qu'on n'ait pas les moyens. En plus, le prince Aboudian le disait tout à l'heure, beaucoup ne lisent pas forcément les lois. Sinon, quand vous lisez les tests électoraux, vous vous rendez compte que d'ailleurs, entre deux élections et tous les ans, le SAPSENA, qui est maintenant institutionnalisée, permanente, a l'obligation de prévoir un budget pour les élections
dans tous les budgets annuels. Simplement parce que le législateur, dès le départ, avait eu le souci de l'anticipation, à supposer qu'il y ait des élections anticipées du fait du décès ou de l'indisponibilité permanente d'un responsable, notamment le président de la République. C'est prévu par la Constitution. Il faut aller vers des élections sous 48 ou enfin sous 3 mois. Alors, à ce moment-là, on ne dira pas au peuple, non, on n'avait pas prévu. Donc, du coup, normalement, il y a un budget prévu par an pour les élections. Et en principe, on croise les doigts pour qu'on n'en ait pas besoin. Et donc, s'il se trouve aujourd'hui qu'il y a le COSLEPI qui doit faire son travail, si on lui répond qu'il n'y a pas les moyens, c'est qu'on n'aura pas provisionné le compte depuis le 31 décembre de l'année dernière, puisque le dernier budget date de 31 décembre. Et donc, je pense... Vous allez très loin là. Donc, allez-y, oui. Non, donc je fais le pari qu'on ne peut pas nous dire demain qu'il n'y a pas les moyens de faire fonctionner le COSLEPI. Si le jour où un président dira ça, vous vous souvenez, la dernière fois qu'on a eu ça, c'était en 2006, où le ministre Serlin avait dit que le gouvernement n'avait pas les moyens de faire fonctionner la Sénat. Qu'est-ce qui s'était passé? La société civile, en tête à l'époque, le professeur Honoré Agassi, a ouvert un compte et a demandé aux citoyens béninois de se cotiser. Donc, c'est ce qui va se passer. Si le gouvernement dit qu'il n'a pas les moyens, on attend des responsables du COSLEPI de nous le faire savoir. Et à ce moment-là, on prendra nos responsabilités. Les Béninois sont très attachés à leur démocratie et je pense qu'ils sont prêts à faire des sacrifices pour les faire fonctionner. Oui, pour l'instant, la question ne se pose pas. C'est voilà. Boudian, vous avez en addition des apports à faire ou j'évolue? Non, je dirais tout simplement que c'est déjà prévu, c'est déjà du vécu. Donc, si le politique décide de ne pas donner les moyens, la loi, la Constitution a donné les moyens aux citoyens d'exiger que les moyens soient donnés. Et nous savons comment l'utiliser. Et ça a été fait déjà une fois, plusieurs fois d'ailleurs, où à un moment donné, la responsabilité du président de la République est engagée. À un moment donné, c'est la responsabilité du ministre des Finances qui est engagée. Donc, je ne vois pas le problème à ce niveau-là. Je crois que, comme on l'a toujours fait, les moyens vont sortir et puis on pourrait préparer notre liste électorale. Et là aussi, je me pose toujours des questions par rapport au comportement des acteurs politiques. Parce que personne n'est détenteur de la vie. Chacun à son niveau... son créateur. Et donc, on n'est pas maître de notre vie. Vous faites allusion à quoi? Je veux dire que c'est quand même pas compréhensible que nous sommes dans un état où chaque fois qu'il faut actualiser la liste électorale, ou chaque fois qu'il faut mettre les dispositions en place pour les élections, on se met à dire on n'a pas les moyens. Comme l'a rappelé le professeur, personne n'est détenteur de sa vie. Un jour, un de nos dirigeants peut partir. Le constituant a prévu un délai pour ça. On devait être à jour à tout moment pour ça. Oui. Ce n'est pas compréhensible qu'on se mette à faire un débat du style on n'a pas d'argent pour pouvoir corriger les listes, on n'a pas d'argent pour faire les élections, parce que les élections, c'est tous les jours. Si nous considérons que les hommes qui nous dirigent ne sont pas des super dieux et qu'ils doivent à tout moment partir un jour, le président peut partir un jour, comme ça s'est passé dans d'autres pays. En ce moment, on fera quoi? Le législateur a prévu qu'on doit faire les élections. On ne peut pas laisser le pays en l'air. Donc, c'est déjà pour moi une question de conscience que de constater que nous avons cette défaillance de ne pas déjà prévoir ce que le législateur a prévu, c'est-à-dire des fonds pour le CACIA. Ça pour moi, c'est même, excusez d'utiliser le terme honte, c'est vraiment pas normal qu'on se mette à dire on n'a pas les moyens, alors même qu'à tout moment, le problème peut se poser. Notre président peut avoir un souci, peut ne pas vivre, je ne dis pas que c'est ça, mais le législateur l'a prévu. Et si ça arrivait, la loi dit c'est dans une quarantaine de jours que vous devez faire les élections. On fera quoi? Donc c'est déjà un problème que nous devons ne même pas chercher à sortir, parce que s'il devait avoir une caisse spécial pour ça, on devait approvisionner ce fonds-là pour qu'à tout moment, on puisse l'utiliser. Vous imaginez un pays qui n'a pas ce fonds, c'est vraiment un pays qui, à mon avis, qui met, comme on le dit de manière vulgaire, tout son derrière sur la place publique. Ce n'est pas normal, à mon avis. La notion de l'anticipation pour ne pas se voir contraint à jouer les sapeurs-pompiers. En tout cas, le professeur Théodore Lo, visiblement, tient à écrire les meilleures pages de son histoire, sortie par la grande
grande porte en laissant une cour digne. Son adresse, pour l'heure, ça a été à l'endroit des nouveaux membres du COS-LEPI. Les mots, paraîtrait, ont été choisis à dessein. On va écouter quelques séquences et apprécier ensemble, chers invités. Le Bénin, je le cite, a plaisir à le dire, est un pays de paix et de concorde. Pour qu'il le demeure, votre rôle est essentiel. Votre responsabilité dans l'organisation satisfaisante des prochaines élections législatives de 2019 est pleinement engagée. Que jamais l'histoire ne vous rende comptable des dérives et des turbulences à même de provoquer le chaos dans notre cher pays. Fin de citation, je m'en arrête là. Victor Tokwan, pourquoi cette séquence? Écoutez, je pense que tout le monde a présent à l'esprit ce qui se passe en Afrique autour de nous. Effectivement, les périodes de tension les plus violentes, ce sont les périodes électorales, soit anté-électorales, soit post-électorales. La dernière en date, c'est le Kenya. Heureusement, ça s'est très bien terminé cette fois-ci, mais il y a quelques années, ça s'était terminé par des milliers de morts. Et donc, en disant ça, il y a effectivement dans l'imaginaire cet environnement international. Mais il a également, sans aucun doute, à l'esprit, le professeur Olo, lorsqu'il dit ça, il a à l'esprit la phrase de Monseigneur de Souza pendant la conférence nationale qui disait « Plaise à Dieu que aucun bain de sang ne vienne nous éclabousser ». Voilà. Et donc, il y a effectivement, malheureusement pour l'Afrique en général, que les périodes électorales, au lieu d'être des périodes de fête, des périodes où on adhère massivement à des programmes de gouvernement, des programmes présidentiels, présentent plutôt des risques. On a peur parce que on n'a pas totalement confiance aux acteurs politiques qui sont toujours dans une logique presque immuable, c'est-à-dire gagner, absolument gagner. C'est-à-dire que je ne connais pas beaucoup d'acteurs qui se disent en allant aux élections, oui, modestement, je pense que je ne vais pas pouvoir gagner parce qu'aujourd'hui, les dynamiques ne sont pas à ma faveur. Tout le monde veut s'accrocher. Et en conséquence, on s'en donne les moyens. Et les moyens, souvent, c'est les fraudes massives, etc. C'est ça qui crée une situation de déstabilisation. Et donc, en disant ces propos, pour ne pas trop m'en éloigner, c'est précisément parce qu'il avait tout ça à l'esprit. Et il se dit, il ne faut pas, comme le disait Monseigneur de Souza, pas que ça nous arrive pendant que vous êtes au COS-LEPI. Il y a eu des COS-LEPI avant vous. Ils ont rendu des copies plus ou moins acceptables. On n'a pas connu de troubles. Faites pareil. Alors, installer le COS-LEPI précise Prince Aboudjan à une période où, visiblement, il y a encore un peu de temps devant soi et choisir ces mots à un moment comme celui-ci. Beaucoup s'interrogent sur la portée et l'opportunité des mots. Non, c'était... On a toujours appelé les membres de la Cour constitutionnelle des sages. Tout à fait. Et lorsque nous avons des sages dans la République, on ne peut que se fier à ce qu'ils donnent comme élément, puisque dans notre tradition, il est retenu que les sages voient plus loin que les autres. Et donc, je crois qu'il est beaucoup plus dans ce rôle de nous rappeler, en dehors de tout, surtout qu'il y a un contexte d'installation de COS-LEPI. C'est particulier, hein. Il y a eu des débats par rapport à la fin de la mission de COS, par rapport aux activités du COS, qui ne veut pas vite rendre la liste électorale, qui faisait des calculs par rapport à la carte d'électeur. Mais cette tendance-là, elle est particulière. Il y a déjà une résistance à la mise en place déjà de la structure. Donc, on imagine que la suite doit être encore plus difficile. Si déjà les partis ne sont pas déjà prêts pour pouvoir faire ce qui est prévu, pour que le COS-LEPI soit installé, et vous voulez maintenant que dans l'application, il faut avoir des soucis, encore qu'il y a deux structures qui fonctionnent plus ou moins. Les Béninois viennent encore de vivre un recensement. Bientôt, ils auront encore le recensement formel prévu par la loi en ce qui concerne la correction de la liste, etc. Donc, ils voient déjà tout ce qui va se poser comme difficulté et avancer. Mais moi, je crois que ce qu'il a dit, ce n'est que des rappels, parce que pour être député à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire pour la plupart des membres qui sont là-bas, la grande majorité, c'est des critères.
c'est des critères. C'est pas tout le monde qu'on doit amener là-bas. Aujourd'hui, on doit pouvoir redonner la place des députés. Donc, s'il revient sur ces critères-là et termine par le principe que nous sommes donnés dans la Constitution, déjà dans son préambule, en disant que nous voulons un pays de paix et que nous voulons vraiment qu'en dehors du tout, la paix puisse être vraiment sauvegardée, je crois qu'il n'a fait que sa mission de sage en indiquant les voies. Il est allé loin, il a dit que l'histoire ne retienne pas que c'est avec vous qu'on ait la guerre. Ça voudrait dire qu'il engage la responsabilité de ces personnes-là qui ont prêté serment devant lui pour qu'ils puissent assumer pleinement leur mission. Ce n'est que heureux pour moi, ce n'est qu'une phase de notre histoire. Et ce que je pourrais dire, c'est que tous les citoyens béninois qui aiment la chose béninoise doivent pouvoir jouer leur veille pour que nous puissions aller au bout et que nous ayons des élections législatives transparentes et que nous puissions avoir des députés à la mesure de ce que nous on aurait voulu en tant que citoyens. En tout cas, la question se pose déjà et vous le savez, là je le cite en complément à l'analyse de Serge Prince Sabodian. Oui, l'homme est allé très loin sur la question de la transparence, de la fiabilité de la liste. Victor Tokpanou, il dit ceci, vous le savez tous, disposer d'une liste électorale fiable, c'est déjà réussi dans une large mesure une consultation électorale en optant pour un organe de supervision paritaire où la majorité et la minorité sont représentées sur une base d'égalité. Le législateur a voulu que notre pays dispose d'une liste électorale consensuelle, transparente et crédible afin de garantir la fiabilité et la crédibilité des consultations électorales, gage de la légitimité des gouvernants, de la stabilité des institutions et de la paix sociale propice au développement et à l'épanouissement des gouvernés. Oui, des gouvernés qui sont souvent oubliés. Oui. Non, vous êtes là en plein et je pense que le professeur Hulot a profité de cette installation pour rappeler à ceux qui ne le savaient pas ce qui constituait le fond de sa propre doctrine en matière de philosophie politique. Ah bon? Et que je partage beaucoup, pour beaucoup. Et le premier pilier qu'il rappelle, c'est ce que moi, je vais beaucoup plus loin, que j'appelle le crime contre la démocratie. Le crime contre la démocratie, c'est la fraude électorale. Parce que le principe démocratique... C'est un crime contre la démocratie. Oui, bien sûr. C'est le seul crime qu'il y a contre la démocratie que de frauder les élections. Pourquoi? Parce que la démocratie, c'est le principe par lequel on proclame que la souveraineté appartient au peuple. À partir du mois où on a retenu que la seule façon d'exprimer cette souveraineté, c'était le vote, si vous biaisez sur le peuple, c'est-à-dire la parole du peuple, du peuple souverain, en fraudant les résultats, donc en fait vous biaisez ce qu'il a dit, c'est ça qui devient le crime fondamental de la démocratie. C'est pas autre chose. Si le principe démocratique, c'est le principe de la souveraineté appartenant au peuple. Et lorsque cette souveraineté s'exprime, elle s'exprime à travers le vote. Et lorsqu'elle s'exprime et que vous biaisez cette expression en modifiant les résultats du vote, ça veut dire que vous commettez un crime contre la démocratie. Donc c'est fondamental dans sa pensée et sur ce point-là, je suis entièrement d'accord avec le professeur Hulot et ce n'est que ça qu'il a rappelé aux membres du COSLEPI que vous avez besoin de cela, d'avoir présent à l'esprit, de préparer une élection sans faute. Et maintenant, c'est la mise en œuvre de ce principe-là qu'il a rappelé dans la deuxième partie du discours, à savoir les listes consensuelles. Parce qu'on n'a pas de solution définitive. Vous savez, dans certains pays, ce sont les ministères de l'Intérieur qui organisent les élections. Oui. Et ça se passe très bien, parce qu'il y a une espèce de consensus autour du fait que les outils à la disposition du ministère de l'Intérieur, en amont, ont été validés par tout le monde. Et tout le monde se fait confiance là-dessus. Il y a certains pays dans lesquels on considère que pour un début de démocratisation, où les structures institutionnelles sont encore peut-être un peu trop fragiles, pour mettre les gens en confiance, il vaut mieux les associer. D'où la notion de consensus autour de la liste électorale. À partir du moment où en amont, tout le monde est d'accord sur la liste, il est très difficile de les voir en aval se disputer, se diviser. Si en amont, ils ne sont pas d'accord et qu'ils contestent la liste, soyez sûr qu'en aval, après les résultats, ils contesteront
également les résultats. Et donc la démarche consensuelle que le Bénin a adoptée pour répondre à ce besoin de confiance mutuelle est précisément la notion de consensus qui est parfois galvaudée, parfois très discutée. Mais enfin, c'était la solution que nous avons trouvée et je pense que jusqu'à nouvel ordre, ça tient. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas imaginer un seul instant qu'on ait une liste électorale à laquelle, dont le processus de préparation n'est pas associé en amont toutes les tendances politiques. Et M. Prince Agbonian l'a rappelé tantôt, ce n'est même pas une représentation de groupe parlementaire qu'on a voulu dans les lois et les décisions. On a voulu une représentation quasi paritaire de la majorité et de la minorité. Et il ne vous a pas échappé que dans le contexte politique actuel, la majorité se réclame de 60 députés. Elle n'a que 3 représentants. Et la minorité qui n'est que de 22, soit le tiers, a 2 représentants. À partir de ce moment-là, nous avons atteint un niveau de structuration de la confiance et du consensus qui est extraordinaire. Ce n'est pas une décision de la Cour constitutionnelle seule qui fait ça, c'est compris dans la loi. À partir de ce moment-là, si on considère la loi comme l'expression de la volonté générale, je pense que c'est effectivement ce que le peuple béninois voulait. Oui, Serge Prince Agbonian, le président de la Cour constitutionnelle, a rappelé aux députés qui sont là, oui, mandatés, mais d'abord pour le peuple. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est des représentants du peuple. Et le professeur... Mais il a insisté là-dessus, d'abord pour le peuple. Oui, pour le peuple. C'est important. C'est dans l'article 3 de la Constitution. La souveraineté c'est ça, le principe démocratique. C'est ça. Et ce qui est intéressant, en voyant les normes constitutionnelles du Bénin, on a quand même donné la place au consensus. C'est important de le savoir. Vous savez que l'une des meilleures décisions de la Cour constitutionnelle, des anciens membres, je veux dire, la Cour, je crois, Poyon, c'était l'institution de la Sénat comme organe devant gérer les élections. Et à ce niveau, déjà, le principe selon lequel il faut que les acteurs politiques suivent la chose électorale pour éviter qu'ils ne viennent demain une attaque, ce qui a été fait a été déjà constitutionnalisé plus ou moins, alors même que le Constitution ne l'avait pas prévu. Donc on a eu la Sénat. Vous allez constater à la suite que la deuxième norme qui est venue encore en matière constitutionnelle et dans la pratique, c'est la liste électorale. Là encore, le législateur a voulu que le consensus soit vraiment pris en compte. D'où la création du COSLEPI avec, comme l'a dit le professeur, les questions de minorité, de majorité, pour que le travail qui va se faire et qui est déterminant par rapport à l'élection puisse se faire encore par consensus. Autrement dit, si le consensus est déjà engagé au niveau de la liste électorale et que ce consensus est encore engagé au niveau des acteurs des élections, nous sommes sûrs qu'à la fin, nous n'aurons pas de contestation jusqu'à ébranler la République. Donc c'est toute une norme, c'est toute une philosophie que le Bénin a développée et je ne crois pas que ceux qui sont actuellement au COSLEPI puissent remettre en cause toute cette pratique que nous avons. Et donc c'est ce que le président de la Cour a rappelé. Mais ce qu'il a dit, ça se retrouve exactement dans l'article 250 du Code électoral qui a repris les questions les questions liées à l'exhaustivité de la liste, la transparence de la liste. Il y a la qualité des données électorales. Ça a été une préoccupation prévue par le législateur. Donc, il n'a fait que rappeler cela en engageant leurs responsabilités pour qu'ils prennent la mesure de la situation. Moi, tout ce qui est dit là, c'est quelque chose pour rappeler. Mais ce que je trouve qu'il faut faire, et le législateur l'a prévu, c'est la veille citoyenne. C'est la veille pour que les acteurs
que nous sommes, citoyens, nous puissions les marquer à la culotte, parce qu'à chaque fois que vous lisez le code électoral, au niveau de chaque processus de la correction de la liste électorale, il y a toujours une période d'ouverture de contentieux qui permet à tous les citoyens qui se sentent lésés dans le processus soit de saisir le COS-LEPI, soit de saisir les organes tels que la Cour constitutionnelle pour pouvoir se faire réhabiliter. Donc, c'est à nous tous de faire le travail pour que nous puissions avoir une élection. De toutes les façons, nous sommes dans un environnement, ça a été rappelé, que si nous ne faisons pas attention, pour une fois, on va sombrer parce que les situations sont telles que c'est la seule force que les citoyens pensent avoir encore au Bénin aujourd'hui, c'est la force des élections, d'aller s'exprimer. Et tout a été fait dans ce sens. Moi, je m'amusais à parler avec une dame vendeuse de Tokpa la dernière fois. Je lui disais, mais parce qu'elle se plaignait, etc., de la situation qu'elle vit, etc. Et puis j'ai dit, bon, maintenant, quel espoir tu as? Il dit, mon espoir, c'est le jour de l'élection. C'est le jour où je pourrais m'exprimer pour dire ce que j'ai à dire par rapport aux dirigeants. Donc, vous voyez un peu la portée de cette petite dame. Il y a beaucoup de Béninois qui pensent que leur seule manière de faire, d'exprimer leur point de vue sur une situation politique, au lieu de manifester, au lieu de faire tout ce que nous observons dans les autres pays, c'est d'attendre paisiblement la période électorale et de s'exprimer. C'est pour ça que nos votes sont toujours des votes qui surprennent un peu partout dans le monde, et pourquoi pas en Afrique. Oui, en tout cas, sur la question, beaucoup de propositions aussi fusent déjà de part et d'autre, une liste fiable, oui, mais que faire pour se retrouver avec une copie, à défaut de recueillir l'assentiment de tous, mais recueillir l'assentiment du grand nombre. Déjà, il y en a qui proposent carrément, encore recours à la liste du RAVIP, car c'est la liste dont la base de données est plus ou moins impeccable au regard de ce qui a été fait jusqu'à présent. Vous avez peut-être suivi. J'avais espéré du fond de mon cœur que vous n'ayez pas à parler du RAVIP pour ne pas altérer. Écoutez, ce on débat. est là pour... Non, mais je vous répondrai. Pour la simple raison que pour moi, le RAVIP n'avait pas de raison d'être de toute façon. J'ai entendu quelqu'un proche de la mouvance lors d'une émission récente dire qu'après tout, la LEPI et le RAVIP, ce sont des bases de données. Je me suis demandé, mais pourquoi alors éprouver le besoin de faire une deuxième base de données? Pourquoi? Parce qu'on avait 40 milliards à jeter par la fenêtre. Ça a coûté minimum 40 milliards. C'était pour ça. Alors qu'on savait bien que finalement, c'est juste pour doter le pays d'une base de données et qu'on en avait une. Est-ce qu'il n'était pas plus simple d'améliorer celle qui existait avec moins de 40 milliards? Donc, je ne pense même pas qu'il soit utile d'aborder ce sujet. Il faut laisser le COS-LEPI faire son travail, qu'il ne soit en rien altéré par le RAVIP, qui pour moi reste encore un outil qui a été fait sans consensus, puisqu'il n'a été fait que par le gouvernement, alors que la LEPI avait été faite par consensus, à savoir le gouvernement, l'opposition, à l'époque, en 2008-2009, jusqu'en 2010, le gouvernement n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale et il fallait que l'opposition vote la loi sur la LEPI pour qu'elle passe. Mais il n'y a pas que la majorité et la mouvance et l'opposition. Il y a le troisième acteur que M. Prince Aboudian vient de rappeler, la société civile, qui a été également associée, si vous vous souvenez très bien. C'était l'époque où le ministre actuel de la Justice était de la société civile et qu'ils ont fait des marches sur l'Assemblée nationale pour demander le vote de cette loi. Effectivement, c'est parce qu'ils ont été concernés, ils ont été impliqués. C'est comme ça qu'on a obtenu le consensus. Le RAVIP qui a été fait, c'est un acte du gouvernement. Il n'appartient qu'au gouvernement. L'opposition n'a aucune raison de lui faire confiance. La société civile, pas plus d'ailleurs. Alors pour l'avenir, que conseillez-vous autour de ce qui vient d'être fait et la longue marche? 6 mois, ce n'est pas une éternité, mais... C'est pour ça que je disais que j'avais espéré que vous ne me posiez pas cette question. Parce que si je suis obligé de me prononcer là-dessus, le gouvernement n'a qu'à ranger son RAVIP dans les tiroirs et puis on n'en parle plus. Simplement. Tout simplement.
la LEPI offre des possibilités d'application extraordinaires. C'est une base de données et on peut faire toutes les applications que l'on veut avec. Si on considère qu'elle n'est pas exhaustive, si on veut ouvrir la marge de recrutement jusqu'à 0, on l'ouvre. Donc, ce n'est qu'une amélioration. Si on estime qu'on doit y intégrer également les étrangers, on l'autorise. La LEPI ne s'y oppose pas. Mais pour le vote, on extrait la liste électorale de cet ensemble de bases de données et on va aux élections avec. Donc, sincèrement, si vous voulez mon avis, le gouvernement n'a qu'à reprendre son avis tranquillement s'il ne veut pas créer dans le pays des difficultés. Si jamais on ne commence pas à parler du RAVIP en lien avec les élections, là, je pense qu'on va aller vers le développement. Victor Tokpanou, merci. Serge Prince Aboudian, le temps est complètement parti. Oui, sur la question, la route elle est encore longue. Très rapidement, avez-vous envie de dire pour conclure? Non, j'ai à dire là rapidement. C'est dire que heureusement que les acteurs politiques ont eu à nous préciser que le RAVIP n'a rien à voir avec les élections. Ils ont raison de dire cela parce que les lois qui ont réglementé les deux instruments-là sont des lois claires. Vous savez, en matière de RAVIP, par exemple, il n'y a eu aucune disposition pour assurer la transparence de cette liste-là. Alors qu'à la LEPI, il y a toute une amanda de dispositions. Vous savez que les partis politiques peuvent veiller à ce que la liste électorale soit conforme, que les équipements informatiques soient contrôlés. C'est prévu à l'article 253, 254, 255. Donc, il y a même la possibilité de recours des citoyens par rapport à la liste. Nous n'avons pas tout ça là au niveau de RAVIP et ce n'est pas possible d'affronter. Merci à vous, Serge Prince Aboudian, Victor Tokpanou, ce fut un plaisir. Ce n'est qu'un début d'émission par rapport à ce sujet. L'avenir nous réserve sans nul doute des surprises, on l'espère, heureuses pour la nation béninoise. Chers invités, on se rendra encore disponible pour revenir là-dessus. 100% Bénin pour le numéro du jour. C'est bientôt du passé. Serge Prince Aboudian, merci d'avoir été des nôtres. Victor Tokpanou, merci pour la disponibilité permanente. Chers invités, merci aussi d'être toujours là pour nous. Mais avant de prendre définitivement congé de vous, cette citation de Victor Hugo, je le cite entre les lignes. Exactement, il dit ceci: il n'y a ni mauvais herbes, ni mauvais hommes. Il n'y a que de mauvais cultivateurs, on espère, qui prendront conscience et faire convenablement la tâche à eux confier. Merci pour l'attention, à très vite.